Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Nouveau Paléo News en juin, alors mars, avril, mai, il s'était quasiment rien passé, mais là en juin, mai-juin, il est sorti plein de choses, plein de news, plein d'articles. Donc on fait déjà un nouveau Paléo News, il y en aura probablement un autre d'ici peu si ça continue à ce rythme-là. L'actualité scientifique est au beau fixe, ça y est, là ça sort, ça mitraille de la grosse découverte. On va commencer d'abord par un petit peu d'archéologie, avec des nouvelles des soi-disant momies aliens du Pérou, avec cet article qui nous dit qu'il y a une nouvelle sorte, on va dire, de marché noir qui se développe, c'est le marché noir de la momie alien péruvienne, essentiellement alimenté par les touristes, hélas, et qui se fait évidemment au détriment du patrimoine archéologique, puisque ce sont des vrais restes d'animaux et d'humains momifiés qui sont les victimes de ce vandalisme. C'est littéralement du pillage de tombes, hein, pour ainsi dire. L'exemple évidemment mis en avant, c'est la momie Maria du très controversé Alien Project, dont on peut constater d'ailleurs qu'il y a eu des pètes au niveau des pieds. Donc en plus, il la conserve vachement bien cette momie, l'Alien Project, hein, vous faites ça bien, hein, dis donc. Bravo, bravo. Mais au moins cet article nous rappelle une bonne nouvelle, c'est que depuis 2008, à l'époque en 2008, ils avaient plus de 200 exports illégaux de restes archéologiques par mois, et maintenant ils en sont à seulement une dizaine par an. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles dans cet article, je vous mets le lien en description, voilà, les choses bougent au Pérou, et enfin on va peut-être arriver à voir des vraies mesures prises contre la fabrication et l'exportation de telles soi-disant momies aliens. Archéologie toujours, mais cette fois un lien avec la géologie, puisque des géologues avec des archéologues ont publié dans la très prestigieuse revue Nature Communications Earth and Environment la découverte d'un lit perdu du Nil. Donc vous voyez le Nil ici, la vallée du Nil en Égypte, et en fait il y a un lit perdu que vous voyez là redessiné en pointillé. Et ce lit a été redécouvert grâce à des images satellites sonars, ainsi que grâce à des forages qui ont été faits, qui ont permis d'analyser des carottes sédimentaires, et qui ont permis de reconstituer un lit disparu du Nil. Et ce lit disparu du Nil, il n'est pas situé n'importe où, vous voyez, il est situé le long du plateau, le long du désert de l'Ouest, là où toutes les pyramides, ou presque toutes les pyramides sont construites. Et il y a notamment, comme vous le voyez ici, les pyramides de Gizeh, qui grâce à ces imageries, en fait, sont désormais reconstruites comme ayant été juste à côté de la rivière. Vous voyez, donc ça c'est l'image satellite, on ne voit rien, mais sur les images sonars satellites, alors là, bim, il y a des petits lits il y a des lits de rivière qui ressortent en fait. Il y a des affluents du Nil qui ont été perdus, des genres de baies aussi sur le Nil qui ont été perdus, et notamment il y a une baie qui se trouve au pied des pyramides de Gizeh. Juste ici. Regardez les carrés rouges. Les pyramides sont pas là où le dessin des pyramides est fait. Les pyramides, elles sont là où les petits carrés sont. Donc elles étaient vraiment les pieds dans l'eau, limite, ces pyramides. Comme vous voyez par rapport à ce lit perdu du Nil. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet justement d'expliquer comment ils arrivaient à ramener des pierres aussi loin, hein, puisque en fait, ils avaient juste à les ramener par bateau sur le bord et boum, les pyramides étaient juste à côté. Ça permet aussi d'expliquer comment ils bougeaient ces pierres, puisque rappelez-vous, une des théories prévalentes, c'est qu'ils utilisaient, en fait, ils mouillaient le sable et ça facilitait grandement par des jeux de friction, on va dire, ça facilitait grandement le transport des pierres. Et puis évidemment, ça va avoir des conséquences archéologiques majeures, d'où la publication dans une revue prestigieuse, puisque ça redessine la carte de l'Égypte en fait, hein, c'est-à-dire que, enfin de l'Égypte antique, à savoir que vous avez soudainement un nouveau bras du Nil qui apparaît avec soudainement des nouveaux possibles centres d'urbanisation, une nouvelle façon, pourquoi pas, d'expliquer la distribution des restes archéologiques et de comment bref, c'est toute notre compréhension finalement de l'archéologie égyptienne qui pourra en être affecté, je vais pas dire bouleversé, mais qui pourra en être affecté. On reste dans la vallée du Nil, ça va pas être bouleversé non plus. Mais ça va pouvoir expliquer beaucoup de nouvelles choses, que peut-être jusqu'à présent on ne comprenait pas. N'étant pas moi-même égyptologue, je vais pas pouvoir vous en dire plus, mais affaire à suivre en tout cas auprès, pourquoi pas,
de chaîne de vulgarisation scientifique en égyptologie. L'autre nouvelle, maintenant plus paléontologique, mais on est toujours avec l'évolution humaine, c'est un nouvel article, alors qui pour l'instant n'est qu'en préprint, donc il est possible qu'il soit modifié d'ici sa sortie, dans une possible grande revue, on ne sait pas encore, mais c'est un nouvel article sur le Dragon Man, l'homme dragon Homo longi, l'avait-on appelé à l'époque, c'était il y a quelques années, rappelez-vous, nous avions fait un Paléo News là-dessus. Alors voici Homo longi, c'est le crâne de Harbin, un crâne extrêmement massif, vous voyez ces gros bourrelets susorbitaires, qui à l'époque avaient fait dire que c'était peut-être plutôt un Homo heidelbergensis, mais maintenant on sait que Homo heidelbergensis c'est un peu foutraque, donc on essaie de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, et ils avaient créé cette nouvelle espèce, Homo longi, qui était notamment distinguée des autres espèces d'hominidés par ses énormes dents, ainsi que la robustesse générale du crâne, mais avec quand même un museau qui est, comme vous voyez, enfin une face qui est relativement plane. Donc une combinaison finalement de certains caractères très anciens avec des caractères très modernes. Et justement, on en avait parlé dans cette vidéo, des plumes dans Jurassic World 3 et l'homme dragon. Donc ça c'était un Paléo News, et si vous voulez rattraper sur l'Homo longi, eh bien, vous pouvez aller voir ce Paléo News. Ici, je vous fais un petit résumé rapide des aventures précédentes. Homo longi, à l'époque, on nous l'avait un peu vendu comme un ancêtre de l'humanité. J'avais décortiqué l'article en disant que non, en réalité, c'est pas un ancêtre de l'humanité, c'est, bon, déjà, parce qu'ils avaient fait une phylogénie, et que dans cette phylogénie, comme dans la phylogénie qu'ils proposent ici, Homo longi est un cousin d'Homo sapiens. Homo sapiens, voici l'arbre phylogénétique, enfin voici la branche phylogénétique d'Homo sapiens, donc l'arbre de la famille d'Homo sapiens, avec Jebel Irhoud, Florisban, Taboun, enfin que des crânes africains ici, donc un bel arbre ici avec Homo sapiens moderne, Homo sapiens archaïque à la base, et tous les Homo sapiens archaïques étant africains, donc ça, on était toujours sur une origine africaine de l'humanité. Je rappelle que les Chinois essayent de tirer la couverture vers eux, hein, ils veulent beaucoup l'origine humaine, l'origine d'Homo sapiens, ils essayent de tirer l'origine d'Homo sapiens vers la Chine, très activement, en tout cas certains chercheurs le font très activement, donc non, leurs résultats en fait ne contredisaient pas une origine africaine de l'humanité, contrairement à ce que la presse s'était empressée de dire, et contrairement à ce qui était dit dans cet article. Donc bref, il n'est pas le Harbin, qui est donc ici, vous voyez, ce crâne d'Harbin, Homo longi, était un cousin de Homo sapiens, mais n'était pas un ancêtre d'Homo sapiens. Donc ça, Harbin, donc ils ont fait une nouvelle analyse phylogénétique, et vous voyez qu'il y a de nouveau ce clade qui est soutenu, donc Homo longi. Et le truc c'est que là vous avez Néandertal ici, donc en groupe frère des hommes dragons et de Homo sapiens. Donc Néandertal serait plus éloigné de Homo sapiens que Homo sapiens ne serait éloigné de l'homme dragon. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas inclus les données génétiques dans leur arbre, c'était déjà le cas dans l'article qui est sorti il y a quelques années, et c'est toujours le cas aujourd'hui, donc dans ce nouvel article, dans cette nouvelle phylogénie que je suis en train de vous montrer. Et quand on inclut les données génétiques, eh ben il y a un truc marrant qui se passe, c'est que Néandertal revient à côté, enfin, c'est que Néandertal et l'homme dragon forment un clade ensemble et groupe frère d'Homo sapiens. Donc en fait, Homo sapiens est une lignée séparée de l'ancêtre en commun à Néandertal et à l'homme dragon. Donc l'homme dragon et Néandertal sont finalement plus proches cousins qu'ils ne le sont d'Homo sapiens. Et c'est assez logique dans la mesure où dans la lignée de l'homme dragon, Denisova est inclus. Denisova à travers la mandibule de Xiae, donc la mandibule de Xiae qui a des dents gigantesques, exactement comme Harbin. Voilà l'histoire, voilà toute l'histoire, c'est qu'en fait, Homo longi, c'est peut-être la même chose que Denisova. Et quand on inclut les données génétiques, eh bien, les Denisoviens ne sont jamais les ancêtres de Homo sapiens, ils sont toujours le groupe frère de Néandertal, les plus proches parents de Néandertal. Donc si Harbin appartient bien à la lignée de Denisova, alors il est cousin de Néandertal, pas cousin de Homo sapiens, d'après les données génétiques. Ici, il n'y a pas de données génétiques, il n'y a que des données morphologiques, et du coup, ils retrouvent ce qu'ils avaient trouvé à la base, à savoir Harbin, groupe frère d'Homo sapiens. Donc ça,
La possibilité que Denisova, enfin que Homo longi soit Denisova, j'en parle dans cette vidéo-ci. Voilà, qui était Denisova. Donc si vous voulez pareil rattraper sur Denisova, c'est cette vidéo-là qu'il vous faut aller voir. Bref, donc que nous apprennent-ils dans ce nouvel article, maintenant que vous avez le contexte? Eh bien dans ce nouvel article, on nous présente un nouveau crâne, alors évidemment comme c'est un préprint, toutes les images sont à la fin. On nous présente un nouveau crâne qui vient aussi de Chine, et qui cette fois, contrairement à Harbin qui était relativement récent, qui cette fois a 1 million d'années. Donc c'est un très vieux crâne qui à la base avait été classé comme appartenant à Homo erectus. Bon parce qu'il a des gros bourrelets susorbitaires, parce qu'il a cette sorte de petit museau ici, parce qu'il a une boîte crânienne un peu oblongue, et puis parce qu'il a 1 million d'années et qu'on le retrouve en Chine. Tout simplement. Donc à la base, il avait été classé comme Homo erectus, le Homo erectus asiatique, donc le vrai Homo erectus, pas le Homo ergaster africain, le véritable Homo erectus. Et là, en fait, ils ont réanalysé ce crâne et proposé du coup une phylogénie de ce crâne, qui est le crâne de Xunshan, je ne sais pas comment on prononce ça, Yunxiang. Bref, c'est celui-là. Et comme vous le voyez, là où tous les représentants du Dragon Man, donc de l'homme dragon, sont relativement récents, ici, ils ont moins de 500 000 ans, ici, donc ils sont plus ou moins contemporains des premiers Homo sapiens. Le Zhuxian, il a 1 million d'années, donc il est très 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 vieux. Il est vraiment très 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 vieux, comparé aux autres crânes et aux autres restes attribués à l'homme dragon, ce qui repousse de fait l'origine de l'homme dragon à plus de 1,5 million d'années. Donc, sachant que les Erectus, les vrais, ils sont par ici. Voilà, les Erectus qu'on retrouve en Chine, ils sont là. L'homme de Pékin, regardez, il est là. Donc il est très très loin phylogénétiquement de notre Zhuxian. Donc c'est une belle découverte, je trouve. C'est intéressant d'imaginer que la lignée de l'homme dragon peut être très 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 ancienne et remonter à très 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 loin. En tout cas, ça implique aussi une quantité de lignage fantôme pour tout le monde, qui est assez folle, parce que Iroud, regardez, le plus ancien représentant d'Homo sapiens, c'est Jebel Iroud ici, d'après leur phylogénie. Donc un Homo sapiens archaïque, il a que 300 000 ans. Or là, ça repousse la racine phylogénétique. Le fait d'avoir Zhuxiang ici repousse pour tout le monde la racine phylogénétique du groupe à plus d'1 million d'années. Imaginez Homo sapiens vieux de plus d'1 million d'années. C'est quand même de la folie furieuse. Hein. Si c'est vrai, c'est de la folie furieuse. Imaginez des ancêtres d'Homo sapiens qui auraient été contemporains d'Homo des paranthropes limite à 1 million d'années. C'est là à 1 million d'années on y est, c'est les paranthropes, hein. Donc c'est des australopithècinés à ce niveau-là, des Homo sapiens, pas n'importe qui du genre Homo, des Homo sapiens qui auraient été contemporains des derniers paranthropes. Vous imaginez un peu ça, non? Donc bref, c'est ce qu'il propose là, et donc contrairement à ce que au moment où je vous parle, enfin au moment où j'enregistre, ça commence à balancer sur internet l'origine chinoise de l'humanité, une fois de plus, non, c'est pas du tout ça. Hein. C'est juste que Zhuxian, de par sa position phylogénétique, est plus proche d'Homo sapiens qu'on ne le croyait, donc il est moins d'Homo erectus et plus d'Homo sapiens. Par contre, il ressemble à mort à Homo erectus, toujours, hein. Toujours le petit museau, enfin tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, quoi. Il ressemble à mort à Homo erectus. Ça, c'est clair. Mais si ils ont raison et si c'est effectivement un homme dragon, un Homo longi, alors il repousse l'origine d'Homo longi et, de fait, l'origine d'Homo sapiens et de Néandertal à plus d'1 million d'années. Et ça, c'est vachement intéressant. Ceci étant dit, quand on pense à Néandertal, on pense aux Néandertals les plus dérivés, mais il y a des Néandertals, des pré-néandertaliens, jusqu'à quasiment 1,4-1,6 millions d'années. Donc, en réalité, si on admet que Néandertal et Homo sapiens ont un ancêtre en commun à un moment, cet ancêtre en commun devait avoir aussi le même âge. Donc, Homo sapiens à 1 million d'années, pourquoi pas, mais disons qu'à l'époque, on imaginait quand même qu'il y avait les Heidelbergensis qui faisaient tampon entre les deux, c'est-à-dire qui faisaient la transition, qui remplissaient ce qu'on appelle cette lignée fantôme ici. Avant, on pensait qu'il y avait les Heidelbergensis, ou ce que certaines personnes ont essayé de renommer Homo bodoensis, mais bon, c'est une énorme erreur. Taxonomiquement, c'est un non-sens. Mais bref, les Homo heidelbergensis, ils sont ici.
Vous voyez, ça c'est le crâne de Kabwe, c'est l'énorme crâne qu'on a retrouvé en Zambie. Et vous avez les Heidelbergensis européens, comme Ceprano par exemple. Bah tenez, le crâne de Bodo, il est là. Voilà, celui qui donne son nom à Bodoensis, il est là. Donc les Heidelbergensis, ils sont ici. Donc ils sont très loin d'Homo sapiens. Donc on n'a rien pour remplir cette lignée fantôme. Donc si c'est vrai et que ce crâne est effectivement un Homo longi, alors ça rapporte plus de questions que ça n'apporte de réponses, très honnêtement. Et je me demande à quoi ressemblera l'article final, pour être tout à fait honnête. Donc on va attendre avec patience et on en reparlera. Next, Néandertal, puisqu'on en parlait justement, et l'étude complète d'un reste qui avait été découvert il y a déjà assez longtemps, c'est cet os d'ours avec des petites incisions ici, et qui date de, nous dit l'article, 130 à 115 000 ans, j'allais dire millions d'années, mais non, 1000 ans, 130 à 115 000 ans en Europe, et à 130 à 115 000 ans en Europe, il n'y a pas de doute, il n'y a que Néandertal. Et ces petites incisions, pour autant qu'on sache, ne servent à rien. Or, comme je vous l'ai dit, faire des trucs qui servent à rien au paléolithique, ça s'appelle de l'art. Et l'art, pour Néandertal, c'est rare. C'est rare, mais ça existe. Et à 115 000 ans, ça devrait vouloir dire que normalement, il n'a pas rencontré trop d'Homo sapiens. Bon, il y a toujours l'hypothèse que Homo sapiens ait fait une incursion en Europe il y a 200 000 ans, qui est encore très 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 débattue, mais qui commence à être soutenue notamment par un crâne en Grèce et par de la génétique. Donc, mais normalement, à 115 000 ans, pour l'instant, la culture de Néandertal n'a pas été trop imprégnée d'Homo sapiens. Elle le deviendra à partir de 50 000 ans, avec notamment les découvertes faites dans la Grande Mandrin. Mais à 115 000 ans, on est encore dans un Néandertal avec une culture très propre, normalement, qui lui est propre, je veux dire. Et donc, s'il faisait de l'art, ça veut dire que l'art est le propre de l'homme de Néandertal. Et c'est beau. Et c'est beau. Bon, alors on a des caves on a des grottes peintes, on a des colliers, etc. Mais ils ont tous tendance à être un peu tardifs dans la vie d'Homo néandertalensis, et donc possiblement culturellement contaminés par Homo sapiens. Donc contaminés, j'entends par là des transferts culturels entre Néandertal et sapiens. Donc il y a toujours la possibilité que c'est sapiens qui lui a appris à faire de l'art, mais là, à 115 000 ans, 130 000 ans, normalement, c'est Néandertal qui a fait ça tout seul. Et c'est pareil pour les tombes aussi d'ailleurs. C'est normalement les tombes attribuées à Néandertal sont suffisamment vieilles maintenant pour qu'on soit à peu près sûr que c'est lui qui ait appris à les faire tout seul. Donc voilà, la culture néandertalienne s'enrichit encore d'un nouvel objet, et ça c'est beau. On termine avec les humains, avec la coloration de la peau, et cet article qui n'est pas du tout une découverte, mais un article de revue. Donc c'est-à-dire que ça résume tout ce qu'on sait de l'évolution de la coloration de la peau. C'est un article qui est très intéressant, donc qui rappelle évidemment que déjà la base génétique de la coloration de la peau, c'est pas un gène. Regardez, là, vous avez un tableau, le tableau 1, avec la liste des gènes qui ont un effet sur la coloration de la peau, et vous voyez que ça prend 2 what's the fucking page. Donc 2 bonnes grosses pages de gènes qui influent la coloration de la peau, tout ça pour soutenir, vous voyez là une carte des changements génétiques qui ont amené Homo sapiens à éclaircir sa peau en dehors d'Afrique, mais aussi sa peau à se noircir en Afrique, puisque les premiers Homo sapiens avaient certes la peau noire, mais pas aussi noire que certaines populations africaines modernes. Donc il y a aussi des gènes en Afrique qui ont rendu la peau des Africains, de certaines populations africaines, encore plus noire, et en dehors d'Afrique, donc, des gènes qui ont rendu la peau plus claire, mais qui ne sont pas les mêmes en Europe qu'en Asie, qui sont pas toujours les mêmes en Europe qu'en Asie. Dû d'une part à la dérive génétique, à savoir vous avez 2 branches qui se séparent et qui donnent effectivement deux lignées différentes, mais aussi, avec des échanges évidemment, c'est ce qui est représenté par ces flèches-là, mais aussi par le fait que vers l'Europe, l'Homo sapiens a surtout rencontré du Néandertal, et vers l'Asie, notre Homo sapiens asiatique, lui, il a plutôt rencontré des Denisoviens. Et chacun avait lui aussi ses propres adaptations à l'ensoleillement. Parce que c'est toujours ça, là, c'est ça, ce gradient rouge-bleu qui est représenté, c'est l'indice d'UV. L'ensoleillement, c'est donc la clé de l'évolution de la couleur de la peau. C'est pas une surprise, puisque quand on est en plein soleil, on risque de brûler, et quand on est dans les contrées beaucoup moins exposées au soleil, on risque la déficience en vitamine D.
Et justement, on nous rappelle qu'il y a des facteurs culturels aussi qui rentrent en jeu dans l'évolution de la couleur de la peau, à savoir qu'on peut avoir un apport ou une déplétion, enfin une diminution de l'apport en vitamine D de par notamment ce qu'on mange, par exemple. Donc quand on mange beaucoup de poissons, on a beaucoup de vitamine D, donc ça relâche la pression sur l'évolution de la couleur de la peau. Ce qui peut expliquer pourquoi les Inuits ont la peau plutôt foncée, bien qu'ils vivent dans les régions polaires. Et à l'inverse, on a des populations qui peuvent être très claires, mais qui vivent dans des régions plutôt ensoleillées. Pourquoi ? Parce que ce sont des agriculteurs, et que les agriculteurs, eh bien, ils ont une énorme déficience en vitamine D, comparé à leurs cousins chasseurs-cueilleurs, et donc il faut avoir la peau claire pour absorber le plus d'UV et synthétiser le plus de vitamine D possible, quitte à crever du cancer plus tard, mais ça on s'en fout. Parce que rappelez-vous, on a juste à survivre que jusqu'à la reproduction. Donc mourir du cancer 20 ans après qu'on a fait des enfants, c'est pas un problème, d'après la sélection naturelle. Pour nous aussi c'est un énorme problème, mais pour la sélection naturelle ça n'en est pas un. Il y a d'autres facteurs culturels, comme les populations, il y a certaines populations sud-américaines qui préfèrent les gens à la peau claire. Donc, la peau claire est un indice de beauté, donc ça influe aussi sur l'évolution de la peau claire. Bref, c'est un article qui nous rappelle tout ça. Donc je vous invite à le lire si ça vous intéresse, je ne vous en dirai pas plus. On reste sur l'évolution de la peau, mais alors cette fois on s'enfonce dans les millions d'années, on s'enfonce jusqu'au Permien, jusqu'à il y a 300 millions d'années, avec le fossile d'un diadectomorphe, mais pas n'importe quel fossile. Alors qu'est-ce que c'est qu'un diadectomorphe déjà ? Un diadectomorphe, c'est un amphibien qui est en train de devenir un reptile. Donc c'est ce qu'on appelle les reptiliomorphes, ou c'est ce qu'on appelait autrefois les reptiliomorphes ou les anthracosaures. Si vous avez lu La Terre avant les dinosaures de Sébastien Steyer, vous êtes peut-être familier avec ça, sinon vous pouvez retourner le lire, ou voire même l'acheter, c'est un très bon livre. Voilà, c'est ce qu'on appelait autrefois les reptiliomorphes ou les anthracosaures. C'est finalement l'intermédiaire entre ce qu'on appelle les amphibiens et ce qu'on appelle les reptiles ou les amniotes, c'est-à-dire ceux qui pondent des œufs. Ce diadectomorphe, c'est un animal qui est donc à la transition entre les amphibiens et les amniotes. Donc les animaux dont la vie est inféodée à l'eau, donc la vie et la reproduction sont inféodées au milieu aquatique, et les animaux dont la vie et la reproduction est pleinement terrestre. Voilà, il y a cette transition-là, ce diadectomorphe, et l'une des grandes questions, c'était, quand est-ce que la peau est passée d'une peau d'amphibien à une peau de reptile, à savoir, quand est-ce que la peau est passée d'une peau lisse et muqueuse, permettant la respiration, à une peau écailleuse et sèche, permettant la protection contre la dessiccation, et la protection aussi contre l'érosion du vent. Parce que le vent, la poussière, tout ça, mine de rien, ça agresse la peau, et c'est pas pour rien que votre peau est recouverte d'un épiderme mort. Ça vous évite de sentir la douleur quand votre peau crève à longueur de temps. L'évolution de l'épiderme, ça a été quelque chose de clé dans l'évolution des tétrapodes et de leur adaptation à la vie en milieu terrestre, mais on ne savait pas quand est-ce que la peau écailleuse avait évolué. Alors on s'imaginait bien que ça avait évolué au niveau des amniotes déjà, mais c'est la première fois qu'on découvre des preuves que ça a évolué en fait avant l'origine des amniotes. Et on le sait grâce à ce nouveau fossile, un magnifique fossile du Permien de Pologne qui nous montre, vous voyez, ces belles empreintes, de très très belles empreintes qui laissent assez peu d'interprétation quant à l'origine amphibienne de leur faiseur, de l'animal qui les a produits, parce que ça quand même ressemble même à 2 gouttes d'eau à de l'amphibien moderne quasiment, ces empreintes, c'est tellement caractéristique là, ces petits doigts, ces gros doigts ventousés là, ça a vraiment quasiment aucun doute sur les origines amphibiennes de ces empreintes. Eux, ils vont même jusqu'à dire que c'est diadectomorphe, donc les fameux reptiliomorphes dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a, à un moment, en fait, cet animal, en fait, s'est posé sur son ventre, et pouf, il a imprimé son bidou sur la glaise, et ça a donné cette très belle empreinte dont on voit très nettement les écailles, tout simplement. C'est un fossile qui s'interprète au premier coup d'œil, et vous savez que ce sont mes fossiles préférés, ceux qui laissent très peu de place à l'interprétation. C'est des pieds d'amphibiens, il n'y a pas trop de doute là-dessus, et c'est un bidou, il n'y a pas de doute là-dessus, ce beau bidou a de belles écailles. On les voit très très bien, même y compris sur le fossile original, on n'a pas besoin de cette augmentation de couleur, là, c'est très évident. Donc voilà, ça veut dire que les écailles ont évolué avant
avant l'origine des amniotes en tant que clade. Et ça, c'est beau, vous voyez, donc reconstitution du bidou de notre diadectomorphe, juste ici. Et ça veut dire aussi, du coup, que les écailles, eh bien, c'est finalement ancestral, aussi bien aux reptiles qu'aux mammifères, puisque je vous rappelle, dans les amniotes, il y a à la fois les reptiles et les mammifères. Donc ça veut dire que les écailles sont ancestrales aux deux groupes. Ça veut dire que les mammifères avaient autrefois des écailles, et que ces écailles se sont transformées en poils, exactement comme nous l'indiquaient les données d'études du développement des écailles chez les embryons. Donc ça, voilà, tout est cohérent, tout est connecté. Et j'adore, moi, quand tout est cohérent et tout est connecté. C'est beau. Toujours dans les histoires d'écailles et de peau, une nouvelle étude parue dans Nature Communications nous décrit un nouveau psittacosaure ancêtre des cératopsiens, mais qui était encore bipède et de petite taille, et qui vivait essentiellement, enfin qu'on retrouve essentiellement en Mongolie. Donc là, c'est un fossile de la Mongolie chinoise, qui préserve de la peau et des écailles. Ça, c'est pas nouveau, vous saviez déjà que Psittacosaurus ont retrouvé des individus avec de la peau et des écailles. Mais celui-là, ils en ont étudié très finement la composition de la peau, enfin la préservation de la peau, et cette peau, en déduisent-ils, est exactement la même que celle des reptiles modernes. Et donc ça veut dire quoi? Bon, déjà, oui, il y a aussi l'analyse du fait que la signature chimique est effectivement différente de celle de la résine, de celle du sédiment. C'est vraiment de la peau, quoi. La signature chimique, c'est pas un artefact qu'ils sont en train de regarder. C'est vrai qu'il faut préciser avant. Je sais pas pourquoi c'est la dernière figure qui sort dans l'article, mais faut préciser avant qu'effectivement c'est pas un artefact. Ils sont bien en train de regarder de la peau fossilisée. Et donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que ce psittacosaure nous montre qu'en fait les écailles qu'on retrouve chez les dinosaures ornithischiens, ce sont les mêmes écailles que chez les reptiles et pas exactement les mêmes écailles que chez les oiseaux, parce que chez les oiseaux, les écailles qu'on retrouve chez les oiseaux, ce sont des plumes extrêmement modifiées. Donc c'est en fait une marche arrière dans l'évolution des plumes. Les plumes sont des écailles très modifiées et les écailles des oiseaux sont en fait des plumes qui se sont remodifiées en écailles. Donc la structure de ces écailles d'oiseaux est assez différente de celle des reptiles, mais là, cet ornithischien, il a des écailles qui sont de vraies écailles de reptiles. Ce sont pas des écailles transformées aux plumes puis remodifiées en écailles derrière. Donc cet article nous confirme l'homologie des écailles de dinosaures avec les écailles de leurs ancêtres reptiles et pas avec les écailles de leurs descendants aviens. Toujours chez les dinosaures, une petite curiosité, rien de bien méchant, c'est la description d'une nouvelle espèce de titanosaure d'Amérique du Sud, du Brésil, et ce titanosaure qui est connu par de belles vertèbres, vous voyez, une belle colonne vertébrale bien jolie. Ce nouveau titanosaure, ils ont décidé de l'appeler Tiamat, du nom de la mère de tous les dragons, qu'on voit apparaître par ailleurs dans Godzilla X Kong The New Empire, qui se fait démonter la gueule par Godzilla, spoiler alert. Mais bref, donc Tiamat a désormais, mère des dragons, a désormais son dinosaure à elle, et on la félicite pour ça. Et Tiamat d'ailleurs est un des titanosaures les plus basaux. Donc ça pourrait dans le futur nous apprendre plein de choses sur l'évolution des titanosaures, notamment des titanosaures sud-américains et notamment du gigantisme chez les titanosaures. Donc on garde les yeux vers Tiamat, pour l'instant c'est juste la description du nouveau taxon, mais il y aura peut-être du nouveau d'ici peu. Nouvelle espèce toujours, mais on passe désormais aux invertébrés, les ophiures. Les ophiures, c'est genre d'étoiles de mer zarbi, qu'on retrouve parfois sur les plages après la tempête, qui ont des très longs bras un peu filamenteux comme ça, ce qui les distingue principalement des étoiles de mer. Il y a certaines espèces d'ophiures qui ont 6 bras, au lieu de 5, alors que normalement toutes les étoiles de mer et toutes les ophiures et tous les échinodermes ont normalement des segments multiples de 5, mais non, celle-là elle a 6 bras. C'est une famille d'ophiures qui a aussi la particularité de se reproduire par fission, c'est-à-dire qu'elle se coupe en deux et pouf, ça fait 2 ophiures. C'est une façon de se reproduire qui est extrêmement rare chez les métazoaires, chez les animaux à plusieurs cellules. Les animaux unicellulaires, oui, ils se divisent, c'est la mitose. Mais vous imaginez une mitose chez un animal pluricellulaire, c'est un peu compliqué à envisager, et pourtant, cette ophiure le fait. Et c'est justement pour ça qu'ils ont 6 bras, comme ça, pouf, vous avez une symétrie, bim, 3 et 3, bam, et voilà. Alors qu'avec 5 bras, c'est plus compliqué de faire une symétrie. Mais bref,
Donc c'est ce qu'on appelle cette reproduction asexuée par fissiparité. Eh bien, on la retrouve chez ces ophures, et il y a un nouveau fossile de ces ophures datant du Jurassique, de la fin du Jurassique d'Allemagne, qui vient d'être retrouvé. On reconnaît bien les 1, 2, 3, 4, 5, 6 bras, et on reconnaît bien qu'il y a un côté qui est moins développé que l'autre. Vous voyez, ce côté-là, les bras sont plus courts que de ce côté-là, et ça veut dire qu'elle vient de ressortir d'un événement de fissiparité, et qu'elle était en train de reconstituer ses bras. Bref, on vient de repousser l'origine de ces ophures un peu bizarres jusqu'à la toute fin du Jurassique, avec tout ce que ça implique évidemment de pousser l'origine de tous les astéroïdes et de tous leurs cousins qui ressemblent à des étoiles de mer, beaucoup plus loin, même jusqu'au Trias, nous disent-ils là. Donc c'est une belle découverte, vraiment une très très belle découverte, dans des sédiments qui ressemblent pas mal d'ailleurs à ceux de Solnhofen, donc ceux de l'Archéoptérix. Et tout ça c'est publié dans Proceedings B, donc une revue tout à fait prestigieuse. Organes qui repoussent toujours avec les bois des cerfs qui ont été comparés, dont le développement et notamment l'expression des gènes durant le développement a été comparé à ceux des cornes de vache dans un article paru dans la revue Communications Biology, une autre revue de Nature, donc un journal prestigieux. Et dans cet article, du coup, qui compare le développement et l'expression des gènes dans les bois des cerfs et dans les cornes des bovidés, eh bien, cette étude constate qu'en fait, ce sont les mêmes gènes qui s'expriment quasiment au même moment dans les deux organes. Sachant que le bois des cerfs, c'est pas du bois, c'est de l'os qui se développe, c'est de l'os décidual, c'est de l'os qui finit par tomber. Et donc, vous voyez, là, les gènes ici et les séquences de développement à la fois chez la vache et chez le cerf sont relativement similaires, sont relativement les mêmes. Et ça veut dire que le bois des cerfs et les cornes des vaches, à la base, chez leur ancêtre en commun qui vivait il y a 25-30 millions d'années, voire même plus, chez leur ancêtre en commun, eh bien, c'était le même organe. Alors je sais pas si c'était une corne ou si c'était un proto-bois ou c'était probablement quelque chose d'encore différent, peut-être même plus similaire aux ossicones de la girafe à la base, qui sont une structure plus simple et purement osseuse. On sait pas, mais en tout cas, voilà, ça veut dire que à la base, c'était le même organe et que ce même organe a ensuite divergé en deux grandes branches, celle qui a donné les bois des cerfs et qui sont devenus déciduaux, qui sont devenus non permanents, et celle des cornes des vaches, qui sont devenus des organes permanents et recouverts d'une solide couche de kératine comme indiqué sur ce dessin. Et ça c'est très intéressant, parce que à la base, c'est quand même tellement différent biologiquement comme organe, que ça donne pas envie de croire que c'était la même origine, que c'était homologue à la base. Eh ben si, en fait c'était homologue. Et on termine avec une dernière origin story, on sort complètement des mammifères, des vertébrés, et on passe au baobab. Et ouais, on parle pas souvent de végétation chez nous, mais là, le baobab, il y a une nouvelle étude sortie dans Nature, donc la plus prestigieuse des revues du groupe Nature, la vraie, la seule, l'unique, la première, Nature le vrai. C'est une étude de la génétique des baobabs, qui vous apprendra d'une part qu'il y a des baobabs en Australie, moi je savais pas. Je suis un peu con comme ça, moi je savais pas qu'il y avait des baobabs en Australie. Pour moi les baobabs c'était uniquement à Madagascar. J'ai déménagé en Afrique du Sud, je me suis rendu compte qu'il y avait des baobabs aussi en Afrique. Donc déjà j'étais vraiment très con. Mais en plus là je viens de découvrir, ah putain il y a aussi des baobabs en Australie quoi. Bon, il y a une espèce de baobab en Australie, mais quand même, quoi. Moi, je croyais que c'était purement malgache. Non, alors, il y a beaucoup, le cœur de la diversité des baobabs est à Madagascar, mais il y a effectivement une espèce en Afrique et une espèce en Australie. Et donc, ils ont analysé le génome entier, donc la totalité de l'ADN de ces baobabs, pour en faire une belle phylogénie que je vous montre là. Vous avez ici, donc, tous les baobabs malgaches ici, vous avez un clade là formé par tous les baobabs malgaches et vous avez un clade ici formé par les baobabs africains et australiens. Et ça nous indique un truc, ça nous indique qu'en fait, après l'origine des baobabs, il y a de cela, vous voyez cet arbre nous fait remonter ça au début du Néogène à peu près 25 millions d'années. Avec une lignée fantôme, enfin une lignée ici qui pourrait même faire remonter l'origine des baobabs jusqu'au tout début du Cénozoïque, donc juste après l'extinction des dinosaures, quoi, peu de temps après l'extinction des dinosaures, environ 50 millions d'années, mais une origine, une diversification qui a lieu à environ 25 millions d'années ici,
et qui aurait eu lieu essentiellement à Madagascar, avec une espèce de baobab malgache qui aurait eu des pouvoirs de dispersion assez fantastiques en fait. Peut-être une adaptation justement à la concurrence qui devait y avoir sur l'île de Madagascar. Une espèce de baobab, enfin une lignée de baobab a évolué une certaine capacité de dispersion, donc à savoir la capacité de balancer ses graines certainement à la mer en l'occurrence, et de fait ces graines ont pu dériver au gré des courants. Il y a un courant très très fort qui passe ici et qui pousse notamment les navires mais aussi les graines du coup jusque en Océanie ici, jusqu'en Australie, et puis il y a d'autres courants ici qui ramènent les graines plutôt, qui rabattraient les graines plutôt du côté de l'Afrique. Donc on aurait eu une espèce hypothétique ici, un ancêtre hypothétique à l'espèce africaine et l'espèce océanienne qui aurait évolué une capacité de dispersion accrue, qui aurait disparu de Madagascar, mais dont les survivants, en fait, seraient toujours là, auraient perdu cette capacité de dispersion accrue, puisqu'il n'y en a plus besoin, une fois que vous êtes sur un nouveau continent vierge de toute concurrence, en tout cas d'espèces suffisamment similaires à la vôtre pour vous faire significativement concurrence, pouf, vous pouvez vous répandre. Donc vous perdez cette capacité à répandre vos graines beaucoup plus facilement. Et ça c'est beau comme histoire, c'est magnifique. Et puis évidemment il reconstitue aussi toute l'évolution des baobabs, avec notamment la variation des populations. Donc on peut estimer les populations ancestrales à partir de la diversité génétique. Donc là on a par exemple des pics de diversité, des pics de diversification qui ont lieu et qui sont assez fortement corrélés au changement climatique et notamment au changement du niveau de la mer au niveau de l'île de Madagascar. Vous voyez le changement de la surface. Donc quand l'île s'agrandit, la diversité augmente, par exemple. Donc tout ça, c'est très intéressant. C'est un très très bel article, très complet, assez compliqué à lire évidemment, c'est de la génétique, mais je vous invite à aller le lire parce que c'est vraiment du très très beau travail qu'ils ont effectué là. Voilà, c'était Paléo News, je vous remercie de l'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien, et je vous dis à très bientôt.